Du côté de Mexico, le spectacle était au rendez-vous. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de The Lights Out. Évidemment que j'accueille Baptiste et Quentin. Comment vous allez, messieurs? Ça va super, et toi? La forme, Quentin? Très bien, merci, et toi, Raphaël? On a vécu, moi ça va super, on a vécu un super quand même Grand Prix de Mexico. On va revenir dessus évidemment. Point important, Lando Norris remporte ce Grand Prix du Mexique qui reprend la tête du championnat du monde. C'est peut-être l'information. Voilà. Alors malheureusement pour Baptiste. Incroyable. Mais voilà, c'est l'information peut-être du week-end. Lando Norris, à nouveau leader du championnat du monde pilote. On va en reparler parce qu'il a vécu une course relativement tranquille. Pendant que tout le monde se tirait la bourre, notamment au T1 du premier tour, Oh oui. Lando Norris, il a pu s'échapper tranquillement. Non, par contre, il faut vraiment saluer la performance de Norris. Déjà, rien qu'en qualif, il colle 4 dixièmes quasiment à Charles Leclerc qui était deuxième. C'est le seul vraiment à avoir survolé la Q3. Et puis après, effectivement, il a bien géré le premier virage. Il était à l'intérieur. Il n'a pas été embêté par les Ferrari ou par les Mercedes derrière lui. Et puis, voilà, après, on l'a plus vu de la course. 30 secondes d'avance. Ouais, Franchement, plus gros rien à dire. écart cette saison, entre le premier et le deuxième, 30 secondes. T'as cité les Ferrari justement parce que Quentin, les Ferrari justement, elles s'étaient bien qualifiées, P2 et P3. P3 en qualif, mais ça fait plaisir. Merci messieurs, merci la Scuderia. Pour une fois, on voit les deux pilotes les côte à côte et bien placés, respectivement première et deuxième ligne. Superbe. Bon, malheureusement, le Grand Prix va se compliquer un peu pour l'un des protagonistes. Toutefois, effectivement, la Scuderia semble avoir réglé quelques problèmes en qualification. Ouais, d'ailleurs, on avait vu Frédéric Vasseur avec un large sourire à la fin de ses qualifications, justement, parce qu'il était content de voir ces deux pilotes P2 et P3. Puis il avait même un peu ironisé sur la situation en disant aucun ingénieur n'a envie de voir sa voiture en P1 à ce Grand Prix-là. Ce qui n'est pas complètement faux. Voilà, Il a ce qui n'est pas pas tort, il a complètement pas tort. faux. Et puis on a eu, donc je le disais, une grosse bataille dès le premier virage. 4 de front, Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Max Verstappen remonté de sa 5e position pour aller se battre aux avant-postes dès le premier virage. Exceptionnel ce départ, Baptiste. Il a surgi de nulle part. Parce qu'en fait, après le départ, Norris, Leclerc et Hamilton sont attirés vers l'intérieur de la piste, donc sur le côté droit, mais ils ont laissé un champ libre énorme sur la gauche, ce qui a permis à Verstappen, qui a bénéficié de l'aspiration, de se porter à la hauteur justement des trois pilotes, des deux pilotes Ferrari et de Lando Norris. Et malheureusement pour Verstappen, il était totalement à l'extérieur du premier virage, Partie sale un petit peu. sur le vibreur en plus, donc sur la partie très sale, donc impossible de freiner correctement. Il a terminé dans l'herbe et a dû passer par l'échappatoire pour continuer la course. Pas le seul à avoir fini dans l'herbe, parce que Charles Leclerc aussi sur ce T1, comme à son habitude, Baptiste, on en parlait juste avant. C'est pas la première fois qu'il prend l'herbe, Charles Leclerc. Ah bah T1. tu regardes, je crois en 2023 et 2024 déjà il a pris l'échappatoire. Ouais. Donc, Ouais. il n'en est pas à son coup l'essai, le Après, monégasque. c'est un T1 qu'on s'est musclé, donc par ailleurs, est-ce que c'est si terrible que ça? Il a rendu la position derrière à Norris qui est tout de suite envolé. Donc non, Ouais, bien sûr. fair enough en fait. Tout comme Max Verstappen a rendu la position à Lewis Hamilton tout de suite dans le Exactement début du premier tour. Ce que Lewis Hamilton n'a pas fait d'ailleurs, mais ça. Lewis Hamilton, alors C'est une autre histoire. On va y revenir. on arrive, mais voilà, donc Oui, tout à fait, grosse ouais. bataille du premier virage, et puis on ressort du coup à ce moment la fin du deuxième tour, on va dire, parce que Max Verstappen se bat encore avec Lewis Hamilton pendant un tour, avec Lando Norris en tête, Charles Leclerc, et puis on a Lewis Hamilton et surtout Oliver Berman qui surgit à la 4e place dès le deuxième tour. Oliver Berman devant Max Verstappen, et qui va faire toute sa course en fait aux avant-postes finalement presque. Très clairement, aucune erreur, un très bon rythme du pilote anglais. Oui, anglais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et non, concrètement, très bon rythme, bonne sauvegarde des pneus, bonne performance, bonne défense. Rien à dire, week-end maîtrisé de bout en bout pour le dimanche d'Oliver Berman. Alors qu'il partait 9ème, alors il avait fait une bonne qualif, mais pas extraordinaire. Il partait 10ème. Enfin, il a signé le 10e temps de la Q3 et il est parti 9ème suite aux 5 places de pénalité de Carlos Sainz. Mais oui, incroyable, Oliver Berman qui égale le meilleur résultat de l'histoire de Haas, qui avait été effectué par Romain Grosjean au Grand Prix d'Autriche en 2018. Impressionnant, Oliver Berman qui a profité du chaos absolu qui a causé la bataille entre Verstappen et Hamilton pour s'engouffrer et trouver une brèche et puis ne plus jamais lâcher la 4e place. Tout au long de la course, finalement, Oliver Berman, il a profité des batailles qui étaient autour de lui. Donc devant lui, comme tu l'as dit sur les 2 premiers tours, et derrière lui, le reste de la course. On pense notamment aux 2 Mercedes avec Oscar Piastri, qui se sont longtemps et même mieux que ça, je vais me embêtés. corriger, je dis il a obtenu la 4e place, mais pendant très longtemps il a été 3e du Grand Prix. J'allais y venir, j'y ai cru. Encore mieux. Mais je vais pas Ça me mentir, paraissait avec un compliqué. Charles Leclerc du coup loin devant, un Lando Norris, n'en parlons pas, et un Max Verstappen mort de faim.
je voyais difficilement le podium tenir, même si j'y ai cru aussi un temps. Moi, j'ai un petit regret quand même parce que Oliver Burman fait partie des pilotes qui ont une stratégie à 2 arrêts. Ils ont voulu couvrir George Russell qui mettait la pression sur Burman pour le dépasser. Moi, j'aurais aimé qu'il prenne des risques chez Haas et que comme Russell boxait pour un 2e arrêt, qu'il tente de conserver son relais actuel et de terminer la course à un seul arrêt. J'aurais aimé voir ça parce qu'on a vu que Verstappen a réussi à tenir la course avec un seul arrêt. J'aurais aimé voir ça du côté de Burman, mais ça reste quand même un très bon résultat et de gros points pour Haas, évidemment. Ouais, alors Quentin, justement, moi par rapport à ça, je me dis plutôt que Haas, l'écurie, c'est ce qu'elle joue et qu'il n'y avait pas matière ici à prendre beaucoup plus de risques, à risquer de perdre de gros points pour tenter un podium qui était peut-être trop compliqué à aller chercher. Moi, je comprends la stratégie à 2 arrêts. Je comprends pourquoi on couvre les pilotes de derrière plutôt que de tenter une stratégie audacieuse. Ouais. Même si, évidemment, s'il l'avait tenté et que ça avait fonctionné, on aurait évidemment crié au génie. Je ne sais pas quel est ton regard là-dessus. Mon regard là-dessus, c'est que je pense que, en tant que pragmatique, je vais être d'accord avec cette analyse que tu as, Raphaël. Désolé, mon cher Baptiste. J'aurais aussi aimé voir. Tout seul comme d'hab, super. Voilà, merci les copains, hein, vraiment. De rien, grand plaisir. Mais j'aurais effectivement aussi aimé voir une équipe Haas avec un Oliver Burman, mais effectivement mort de faim aussi, prêt à tenter le tout pour le tout. Néanmoins, écoute, l'écurie Haas n'a pas encore les performances de McLaren ou encore de Red Bull, pour ne pas les citer. Et donc, on ignore encore ce qu'est le management des pneus à ce niveau de la course. Quand tu n'es pas encore dans le peloton, on ne sait pas comment ça va tenir. Est-ce qu'il aura besoin d'attaquer, etc. Je pense qu'ils ont fait le choix de la raison. Au final, ça paye. Parce que quand on voit le rythme qu'a envoyé un Max Verstappen pour remonter sur tous les pilotes à qui il a eu affaire, quand on voit le rythme de Norris devant et même Leclerc, même si les chronos étaient similaires entre Leclerc et Burman, à la fin, il aurait pu casser son capital pneumatique et avoir une fin de course bien plus compliquée que ce qu'il avait avec un Piastri qui lui aussi avait beaucoup à venir chercher en fin de Grand Prix. C'est sûr qu'ils se sont achetés leur tranquillité avec ces stratégies à 2 arrêts. Donc, mais voilà, c'est mon côté un petit peu panache qui aurait aimé voir. Non, mais on est d'accord en tant que sportif, compétiteur et grand fan de sport au global, on aime tous voir des performances où tout le monde va se dépasser, va venir chercher à tout prix. On kiffe tous ça, on est d'accord. Mais à la place de l'écurie, on fait tous pareil. On va pas se mentir, là on se pose, on est le board de Haas, on fait oui, ok, bouge pas. Déjà c'est bien, merci. Maintenant on assure ça et ça part. Et ça, finalement le choix était payant parce qu'on peut présumer, et si on mettrait Paris en bouteille, comme tu le dis si bien Baptiste, on peut présumer qu'en ayant été plus agressif, malheureusement on n'aurait pas pu tenir cette 4e place. Ouais, parce qu'encore une fois il y a le niveau aussi de dégradation des pneus de la Haas. Est-ce que Oli Berman même aurait tenu? On a eu des interrogations sur Max Verstappen pendant la course, qui est l'un des seuls à avoir commencé en médium parmi les pilotes de tête, même peut-être le seul. Et il finit en soft. On se dit que les softs vont drop en performance dans les 10 derniers tours sûrement du Grand Prix. Raphaël vont drop. Pardon. Oui, ils vont chuter en performance. Merci beaucoup. Et donc oui, on se pose la question pour Max Verstappen, mais encore une fois, la Red Bull dégrade ses pneus moins que la Haas. Et la Haas, justement, n'aura peut-être pas pu tenir ce rythme-là. Après, encore une fois, oui, on aurait pu tenter ce move-là, mais très, très, très belle course d'Oli Berman, dont son père a beaucoup profité aussi. Hein. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'allais faire un petit aparté là-dessus. J'ai adoré la réaction de son père. Autant, je pense qu'on a tous marre ici quand on nous montre les petits amis des pilotes. Autant le papa d'Oli Berman, qui est vraiment sous tension, en folie pendant le Grand Prix et qui célèbre, qui exulte à chaque dépassement. Ça, j'ai adoré. Il saute, il crie dans le garage. C'est incroyable, en fait. On était tous pareils devant la télé en mode, mais en plus, c'est son fils. Il y a la symbolique. C'est fabuleux. C'est pas bon, oui, ils sortent ensemble, c'est sympa. Non, c'est son fils. Il est vraiment fier. Il a investi pour sa carrière. Ça se matérialise avec un super résultat dans une écurie dont on sait qu'elle est pose avant-poste. 2 milieux de tableau. Voilà, 2 milieux de tableau concrètement. Mais c'est génial, mais montrez-nous ça plus souvent. C'était exceptionnel. Puis même dans la zone mixte des interviews, il y avait toute la famille d'Oli Berman qui était juste derrière. Et puis tu sentais l'émotion avec les larmes qui montaient pour Oli Berman. Image très très sympa pour le pilote britannique. Pour terminer, oui, pardon. Je sais pas vous, moi ça me faisait un peu la vibe Papa Pérez au Grand Prix de Mexico, qui était pareil. Et tout le monde avait déjà été ému à l'époque de la situation. En mode, on voit que le père est complètement fier, est fan de son fils. C'est exactement la même chose. C'est vrai que c'était la même vibe, c'était assez touchant de voir ça. Voilà. Ouais, non, mais très belle image. Très belle image. Émotion, voilà. Bien sûr. Et puis pour clore le chapitre As aussi, Esteban Ocon qui termine 9e dans les points. Ouais. Et ça fait 2 gros points, 14 points pour As qui passe devant Kick Sauber au championnat du monde. Ouais. Donc énorme opération de As qui était à 11 points de retard avant la course et qui du coup se retrouve juste devant Kick Sauber. À la 8e place, absolument. Voilà, 8e place. Très belle course. Et j'en profite, je vais rebondir là-dessus. Tu me fais la passe D, Raphaël. Il y a quand même 12 points d'écart entre Racing Bulls, qui est P6, avec 72 points,
et Sauber qui est 9e avec 60 points. Donc Racing Bulls, Aston Martin, Haas et Sauber se tiennent en 12 points pour la lutte pour la 6e place au constructeur. Ça va nous promettre 4 derniers Grands Prix exceptionnels. Ouais, alors qu'on pouvait imaginer justement qu'un Kick Sauber était entre guillemets à l'abri avec 11 points d'avance sur Haas avant ce Grand Prix là. Encore une fois, on l'a vite fait évoqué lors du dernier podcast, mais on n'est pas à l'abri d'un Alpine 2024, quoi, avec une grosse opération, encore une fois, d'un des teams à l'arrière pour remonter et gagner quelques places au classement. Donc, je vois déjà le podium, Colapinto premier, Gasly deuxième au Brésil. Dans 2 semaines, j'ai les frissons. Là, je vous le dis, c'est. Alors, si ça arrive, c'est fabuleux. Puisque tu parles d'Alpine, on va l'évoquer très rapidement parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'en parle plus d'Alpine. En même temps, il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'il y a des choses à dire même dernier, il ferme le parking à combien 30 secondes, de Carlos Sainz avant son spin. Du plus proche poursuivant. Non, ça fait mal. Ouais, bah oui. Ça fait mal. Ouais. Tu regardes les 3 qui sont derrière eux, c'est les 3 qui sont out. Quoi. Donc, je sais même pas s'ils éprouvent encore du plaisir, Pierre Gasly, Franco Colapinto, à piloter un tel tracteur. Il s'en cache pas d'ailleurs, Gasly, notamment Colapinto, lui, essaye de se faire reconduire, donc forcément un peu plus team spirit. Ouais. Gasly, lui. Pardon, Colapinto, Team Spirit, t'as dit ? Non, mais moi dans les médias. Ok, parce que c'est pas ce qu'on a vu dans les derniers dans les médias. Austin, c'est pas vraiment ce qu'on a vu. Hold position, je crois qu'ils avaient dit. Non, mais après, Colapinto est quand même un petit peu plus d'enjeu parce qu'il sait très bien qu'il joue sa carrière, donc il faut qu'il s'arrache sur toutes les courses. Mais Gasly, même, tu le sens dans les interviews, il est blasé, il répète toujours la même chose. Ça va être dur, faut s'accrocher. Moi, ce qui m'embête, c'est que les gens ont l'air surpris de ces déclarations. Moi, il fait la gueule, il est chiant. On sait que normalement, il y a des contrats. Les pilotes sont censés un peu améliorer les choses. Regarde où se bat Alpine depuis la mi-saison maintenant, on va dire. Ils se battent même pas. En fait, ils font leur course tout seuls, mais à l'arrière. Certes. Le problème, c'est que depuis qu'il est arrivé, c'est sa 3e saison, Pierre Gasly chez Alpine. Il a joué que le bas de tableau. Ah, mais moi, j'en peux plus. Pour demander ce que c'est, ça rappelle une marche de 100 bandes qu'on a faite avec Tanguy. On se fait dépasser par des petites vieilles en marchant pendant longtemps. Ça faisait mal au cœur, ouais. Ouais, là, t'es motivé, t'as envie de le faire et tout le monde te passe devant à longueur de temps parce que t'arrives pas à suivre. Ouais, c'est relou. Parce que Gasly, lui, il vit chaque week-end. Donc, moi, je peux comprendre que ces déclarations, elles soient. Oui, je comprends. Mais normalement, les pilotes. C'était mis un peu en exergue dans le film F1 d'ailleurs, où même si ça se passe mal en interne, les pilotes essayent de la jouer un petit peu. Non, mais on travaille dur, on remercie les gens à l'usine, on essaie de s'améliorer. Là où l'équipe Alpine complètement give up, mais sur tous les fronts, que ce soit les pilotes, le staff, les ingénieurs. Abandon de poste. Voilà, toutes les déclarations vont dans le sens de on s'arrête. Non, mais je suis d'accord. En plus de la fuite des cerveaux de tous les ingénieurs d'Alpine qui sont partis chez Cadillac pour l'année prochaine. La plupart. On a parlé du bon, on a parlé du moins bon. Revenons un petit peu au bon. Charles Leclerc, deuxième de ce Grand Prix. Une course où il est quasiment il est tout seul en fait pendant quasiment l'intégralité de la course. Et il y a ces derniers tours sous tension avec un Max Verstappen qui revient très fort sur lui. Mais avant ça, Charles Leclerc, course très maîtrisée et sereine. Bon week-end pour Ferrari. À ce niveau-là, Baptiste. Très bon week-end, très belle course de Marc-André Perceval qui a franchement été plus qu'à la hauteur. Il a assumé son statut et moi j'ai adoré cette bataille en fin de course avec Max Verstappen qui revenait sur le monégasque. Bien aidé, je pense, par la Virtual Safety Car à un tour de la fin, parce qu'à mon avis, si la Virtual Safety Car n'arrive pas, Verstappen dépasse Leclerc dans le dernier tour. Mais franchement, superbe course, moi j'ai adoré. Quentin ? Franchement, ouais, très agréable de revoir Ferrari aux avant-postes. Belle bataille effectivement de fin de course, bien que, comme l'a précisé Baptiste, sauvé aussi avec la VSC grâce à Carlos Sainz qui nous fait un spin. Toutefois, effectivement, chose à souligner, très bon rythme des deux voitures, même si on a vu un Lewis Hamilton plus en difficulté dans le peloton, les températures étant très hautes, il a rapidement été confronté à des problèmes. Bon, après, ça a été le cas des 3 quarts des pilotes. Les 3 quarts des pilotes, sauf les McLaren. Que McLaren, ouais, c'était assez ouf. Mais voilà, ça fait plaisir. On peut remontrer une écurie qui est apte à performer en fin de saison. C'est de bon augure pour la Suisse. Et si on peut avoir des batailles de cet acabit pour les 4 Grands Prix restants avec une petite bataille pour le titre en supplément, moi je signe. Après, Leclerc, il a quand même un rythme bien moindre, on va dire, évidemment, que Lando Norris. Il tournait pas. Ah oui, non, mais de toute façon, Norris, il discute avec personne. C'était la grande époque, c'est Norris et le reste du monde. Mais quand même, gros regret quand même pour Hamilton parce qu'il pouvait clairement prétendre à un podium. Malheureusement, il y a cette pénalité de 10 secondes qui ruine totalement sa course et qui fait qu'il se retrouve avec un arrêt au stand de 15 secondes et il ressort 8e ou 9e, je crois. Ouais, 9e. Donc, gros regret parce que j'aurais bien aimé le voir
sur la boîte avec Charles et Lando. Et je pense que c'est l'occasion de parler des décisions arbitrales finalement, parce qu'on a quand même Max Verstappen qui a coupé 2 ou 3 fois qui est passé 2 ou 3 fois dans l'herbe pendant ce Grand Prix, qui lui n'a rien eu. Et puis Hamilton, il coupe l'herbe une fois, 10 secondes de pénalité. Ouais, alors précisons que la pénalité de Lewis Hamilton, c'est pas parce qu'il coupe l'herbe, c'est parce qu'il rejoint pas la piste. Parce qu'il rejoint la piste, en ne suivant pas l'échappatoire. Non, ça justement, il a été innocenté de ça. C'est parce qu'il a gagné un avantage en coupant la piste. C'est parce qu'il ne suit pas l'échappatoire. Non, c'est parce qu'il ne suit pas l'échappatoire. Ouais. Mais bon, attendez, vous avez vu la gueule de l'échappatoire aussi. Il est encore plus serré qu'une sortie de parking à Paris. C'est pas possible. Oui, ça, je suis d'accord. Mais c'est bien pour ça qu'il prend la pénalité. D'ailleurs, lui-même, je pense qu'au moment où on lui annonce à la radio, c'est ce qu'évoquait Julien Febvreau, on l'est peut-être mal informé, parce que c'est ce qu'il dit. Il fait, on n'a pas de grippe ici, je ne suis pas le seul à avoir, en gros, coupé, et je prends la pénalité de 10 secondes. Mais c'est pas parce qu'il coupe, effectivement, c'est parce qu'il ne rejoint pas la piste. Verstappen qui fait la tondeuse, tout va bien. Mais alors, dès que c'est un autre pilote, ça va pas. Je m'attendais vraiment à ce que Max Verstappen ait une pénalité pour le coup, même s'il rend la position. C'est vrai que les deux premiers tours, en fait, il coupe. Donc, après, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est juste la course, ils font la bataille? Non, moi je suis pas d'accord, parce que d'autant plus que donc c'est au 6e tour qu'Hamilton prend la pénalité et coupe l'herbe. Mais donc ça c'est au virage 4, mais au virage 1, Verstappen plonge sur Lewis Hamilton à l'intérieur, sauf qu'en fait Verstappen arrive avec beaucoup trop de vitesse et tape sa roue avant gauche, tape la roue avant droite de Lewis Hamilton. Et je pense que si sa voiture ne rentre pas en collision avec celle d'Hamilton, il ne prend pas le virage, il arrive avec beaucoup trop de vitesse. Et pour moi, cette action aurait dû être pénalisée par la FIA. Et c'est à ce moment-là que la FIA aurait dû intervenir. Ouais, je suis d'accord que Max Verstappen pour moi aurait dû être pénalisé aussi. Alors maintenant, pour le cas Hamilton, 10 secondes, je trouve ça beaucoup. C'est beaucoup trop. 5 à la limite. 5 secondes, j'aurais pu comprendre. Ça tue le reste de la course pour le pilote britannique, 10, malheureusement. Ça fait très très mal. Maintenant aussi, alors en soi, il y a un fait, quand on regarde ne serait-ce que visuellement, quand Verstappen sort de la piste, il revient plus ou moins à l'endroit où il était. Là où Hamilton, on a vraiment l'impression qu'il était au coude à coude avec Verstappen et il ressort et il lui met 3 longueurs d'avance. Et ça a dû jouer mécaniquement en sa défaveur, parce qu'on a vraiment regardé en disant, il a coupé la piste. En plus, oui, l'échappatoire minuscule, certes, il passe quand même à côté. Et en plus de ça, il gagne un avantage sans lever le pied. On l'a vu après repartir en disant Ouais, mais alors tu vois, honnêtement, si on devait comparer, moi je trouve qu'il a quand même moins gagné un avantage hier que lors par exemple du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 où dans le premier tour il coupe complètement la chicane et là il ressort avec 2 secondes d'avance. En même temps, le premier tour à Abu Dhabi, il laissait même pas tourner, il met un petit coup de volant histoire de fait non. Mais c'est ça. Et bon, là en 2021 il n'avait pas été pénalisé et là il se retrouve avec 10 secondes. Je trouve que c'est cher payé, quoi. Très cher payé. Je suis d'accord. Maintenant, après, il y a beaucoup d'actions en piste qui n'étaient pas pénalisées depuis des années, qui l'ont été cette année. On voit des décisions plus sévères aussi. On en a parlé pas mal de fois dans ce podcast, avec effectivement des pénalités qui, maintenant, 10 secondes, c'est plus rare de voir cette pénalité en Grand Prix. On a revu un Sainz prendre un drive-through. Je sais pas vous, mais ça faisait très longtemps que j'ai pas vu ça en Grand Prix. Ouais, alors, c'est encore autre chose pour Sainz. Il y a un contexte, mais ce que je veux dire, c'est qu'y compris le drive-through, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Maintenant, on sait que ça se durcit, on a réapplique plus le règlement. Malheureusement, là, Hamilton en fait les frais, alors qu'il pouvait courir vers son premier podium avec les Scuderia. Mais rien ne me paraît si choquant que ça, malheureusement. Pour moi, ça aurait dû être 5 secondes pour chacun. 5 secondes pour chaque, voilà. Mais dans ce cas, si tu mets 5 secondes pour chacun, est-ce que tu n'as pas intérêt à pas mettre de pénalité finalement? Mais il faut mettre une pénalité parce qu'ils sont pas que, il y a pas que les deux dans la course, il y a d'autres pilotes. Il faut sanctionner l'action. Il fallait. Il faut sanctionner l'action, mais après mettre les deux pilotes ex aequo. Un c'est appuyer sur l'autre pour faire son virage et c'est pas une manœuvre qui est faisable, une pénalité. Et l'autre, c'est utiliser l'échappatoire un petit peu de façon détournée. Et oui, c'est pas acceptable non plus. Donc on pénalise les deux pareils, un à la balle au centre, les autres pilotes eux tranquillement. Et si on se met à ne pas pénaliser ça, c'est foutu. Sincèrement, au premier virage, Verstappen il peut remercier Hamilton parce que si Hamilton il est pas là, il prend pas le virage. Mais alors, est-ce que je peux m'aventurer à dire qu'il y en a un qui joue pas le championnat du monde et que l'autre, il y en a un qui joue le championnat du monde et qu'on n'a pas voulu interférer dans une bataille indirecte? Ah mais attends, c'est possible. Mais si Verstappen il fait de la merde, il doit être sanctionné comme tous les autres pilotes. Mais bien sûr, Baptiste. Il pose la question. Est-ce qu'il peut ouvrir un débat parallèle? C'est la porte ouverte à tous les excès. Excuse-moi, dans ce cas-là, Piastri il peut foncer. Mais je ne justifie pas la décision, mais je pose la question de savoir s'il n'y a pas eu cette réflexion-là, parce qu'on le sait, on aime bien se poser ces questions-là, la théorie du complot parfois. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus.
Autre. Ouais, Vas-y, non, mais vas-y. après, sinon, en parlant de décisions du genre et tout, on peut aussi parler quand même de la stratégie chez McLaren. On va quand même demander à Ouais. Norris quels sont les pneus Ah oui. préférés pour Piastri. Non, mais pardon, mais moi, à sa Moi, place, j'aurais j'adore. répondu les intermédiaires, j'aurais envoyé chez l'équipe. Non, On est surtout, où, là surtout la façon de le présenter, mais alors la plus british du monde. To help the other side. Excuse-moi, Lando, si tu veux bien aider l'autre côté, quel Aurais-tu les- quel les est mêmes ton choix gentillesses préféré pour les pneumatiques du second pilote? Il répond merci beaucoup. Non mais attends, on est où là? Non, mais il J'ai répond pas premier, compris la radio au début. il répond premier degré à la question. Il explique que Oui. les softs sont meilleurs, je crois, que les médiums, je sais plus. Mais en tout cas, il répond premier degré. Mais moi, je suis désolé, je les aurais tellement envoyé chier. J'aurais répondu, mais les intermédiaires ou les pneus pluie, quoi. Ouais, mais tu vois, je trouve ça alors pour Lando Norris, un espèce de pain béni dans la guerre psychologique. C'est réel. Tu vois ce que je veux dire? C'est On vient te réel. demander comment aider ton concurrent au championnat du monde, qui reste malgré tout ton coéquipier, mais bon. Sachant Tu vois ce que je veux dire? L'ascendant psychologique, Sachant que bien tu vas sûr. lui passer devant au championnat à ce Grand Prix-là, enfin à ce moment-là, c'est ce qui se Ouais, fait. ouais. Je veux dire, le gars arrive quand même, on lui dit bon alors pour le petit à l'arrière, t'as prévu quoi? Non, mais moi, je suis effaré. Enfin, de toute façon, ça fait des semaines qu'on le dit, hein, que les Papaya Rules, Mais pour le il y coup, a quelque alors, chose qui va pas. Eh, ça c'était fun. Mais franchement, à chaque Grand Prix, il nous trouve une dinguerie de plus. C'est pas possible, quoi. Et à la rigueur, celle-là était amusante. Non, mais peut-être à Abu Dhabi, on aura la même fin que dans Cars. Il y a Flash McQueen qui pousse Dinoco, le King. Peut-être qu'on aura Norris qui va pousser Piastri, hein, on sait pas. hein. Avec toutes les Ah grosses donc Britanniques Norris qu'il et pourrait avoir. Chickix. Ah non, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, Donc Norris et franchement. Chickix. Ah ouais la vache. Ouais, peut-être. Hein. On voit la C'est bonne pas, opinion que t'as du pilote. Mais au-delà de ça, moi, il y a justement, ça me fait un espèce de pont avec un truc que je voulais aborder avec vous. Parce que ces dernières semaines, l'attente, c'était qu'il y ait un accrochage Piastri-Norris. Tu tires avec la peur. Piastri-Norris. Mais en fait, j'en viens à penser certes, on a eu un accrochage au dernier Grand Prix, mais c'était pas les deux directement qui se chahutaient. Est-ce que finalement, on n'aura jamais cet accrochage? Non pas parce qu'ils sont assez sages, mais parce que maintenant, à l'heure actuelle et sur les 4 derniers Grands Prix, il y a un trop gros écart entre les deux et qu'en fait Piastri, il est plus à hauteur de Norris sur ces Grands Prix. Ah bah, Parce qu'on craignait l'accrochage et là en fait on en vient à demander à l'un d'aider l'autre. concrètement, ouais. Si Piastri conserve le même niveau de performance et Norris continue de performer juste avec la meilleure voiture du plateau, effectivement, on n'aura jamais cet accrochage, sauf situation particulière en piste où on ne sait pas pourquoi les deux se retrouvent à côté et tentent une action un peu forte, sans règle d'équipe. Je vais juste reformuler pour être sûr, parce que je demande pas à ce qu'il y ait un crash, mais en gros, dans la guerre Norris-Piastri, ma question, Baptiste, c'est est-ce que c'est déjà fini entre les deux? On est à 4 Grands Prix de la fin, il y a un point d'écart, tu me demandes si c'est fini. Alors, si Bien tu sûr regardes, que non. Avec la tendance de performance Voilà. des dernières courses. Mais bien sûr que non. Moi, je suis pas d'accord. Évidemment qu'ils vont se recroiser en piste, ces deux-là. Alors oui, Piastri, effectivement, il est clairement en dessous et Norris performe beaucoup plus ces derniers temps. Mais Piastri, il a beau avoir perdu son avance, il est toujours dans le coup. Donc tant que mathématiquement c'est faisable. tu le trouves dans le coup là. Il est toujours en lice pour le championnat du monde. La question. Non, mais dans ce cas, on est dans Il a un point de retard, donc il est toujours en lice pour être champion du monde. Il reste 116 points là. Donc la jusqu'à réponse fin est de- mathématiquement, Ok. il est dans le coup, mais dans les performances, tu le trouves dans le coup là. Tu le trouves. Moi, je pense que Dangereux. au vu des 4 dernières épreuves de cette saison 2025, aussi passionnante soit-elle, c'est quand même 4 circuits très différents avec des spécificités très Certes. différentes. Ah. T'as quand même un circuit en ville avec Vegas, t'as un circuit où la chaleur est prédominante avec Doha, t'as un tracé atypique où il se passe toujours un nombre dingue de péripéties avec le Brésil, et puis t'as Abu Dhabi qui réserve toujours son autre surprise aussi. Donc, moi j'y crois toujours pour Piastri, franchement. Ok, est-ce que je peux répondre Je t'en prie, avec je t'en avec une autre question? Il reste 4 courses avec des tracés différents. Les 4 courses précédentes, il y avait aussi des tracés différents. Et la tendance de perf était comme ça. Garde la même tendance, il se passe quoi? Non mais moi T'essaies de franchement- vendre une situation différente sur quelque chose qui ne l'est pas Non en fait. mais c'est sûr que là Tu conserves la tendance, et encore je te prends que les 4 derniers Grands Non, mais Prix. attends, On attends. est gentil, on te prend plus de Grands Prix que ça encore Non, mais- avant pour avoir la tendance de performance de Norris, Piastri pardon, avec ses points qui continuent de s'effondrer. Non, mais c'est sûr que là, à date, si tu me demandes de miser la maison sur l'un des deux, je mise la maison sur Norris et pas sur Piastri. On est d'accord. Maintenant, sait-on jamais, regarde, on n'aurait pas pensé que Verstappen y reviendrait dans la course au titre. Et au final, il est tout à fait légitime pour remporter une 5e couronne. Donc,
on n'est pas à l'abri d'un sursaut de perf de Piastri, un regain de confiance. Moi, j'attends de voir. J'ai pas envie de me prononcer. Parce que là, entre guillemets, vous faites un peu les malins à dire ouais, Norris il va bouffer Piastri, machin. Non. Si dans un mois c'est Piastri champion du monde. Non, je fais que poser la question. Ouais. Moi, j'anime ici. Je pose les il questions. veut nous J'adore donner- les réactions. Pose des questions. Baptiste, il veut nous donner le mauvais rôle. Il est smart. On n'a pas Je dit vais ça. pas vous donner le mauvais rôle, mais On a moi, dit que si on ne l'enterrez pas, il y a un point On d'écart, les n'enterre gars. pas. c'est On pour dit ça que que je te si pose on, la question, si on moi. conserve la même tendance de performance que sur les 6, 7, 8 derniers Grands Prix, avec les performances de Piastri, que ça n'évolue pas, alors, lui-même l'a dit ce week-end, la façon de piloter n'a pas changé depuis le début de la saison avec les 18 premières courses. Maintenant, ça marche plus. Je sais pas quoi faire. Sans doute, je pense qu'il se ment un petit peu à lui-même. Il y a sans doute un peu aussi d'usure mentale. Probablement. Ce qu'on dit juste, la c'est que pression qui fait la seule chose qui était dite, c'est que si on reste sur cette tendance, Ah non, mais à l'heure où on enregistre le effectivement. podcast, oui, la tendance est plus à Norris mais champion bien que sûr Piastri. que personne n'est à Mais l'abri moi, je d'un ne l'enterre retour. pas. Je vais me permettre juste de nuancer. Et bien sûr que oui, ils vont continuer à se croiser en piste. Voilà. Si on garde cette tendance, bon après on sait que les tendances elles changent, quoi, donc on va pas évidemment pas inscrire dans le marbre le fait que Piastri se prend les pieds dans le tapis jusqu'à la fin de la saison. Mais en effet la tendance actuelle tend plus Voilà. à un Norris devant Piastri à la fin du championnat du monde. Maintenant, comme l'a dit Baptiste, on a 4 circuits très différents et encore une fois les Les affinités. deux courses au sprint, les amis, n'oubliez pas. Hein. Voilà, il y a encore Ça compte, beaucoup de points à récupérer. Et Piastri, on n'est pas à l'abri d'un sursaut d'orgueil. À un moment, il se regarde dans la glace, il se dit merde, bon, à un moment, il faut que je me réveille. Bref, Lando Norris, 1 point d'avance sur Oscar Piastri. Lando Norris, 36 points d'avance sur Max Verstappen, qui a encore repris des points sur les McLaren, finalement. 3e place. On a failli assister à une remontée jusqu'à la 2e place de Max Verstappen. Il reprend tout de même des points sur ses concurrents. Et il a montré un visage quand même assez brillant, Baptiste, avec cette fin de disons course. qu'il a limité la casse parce que le week-end avait été compliqué pour lui jusqu'à présent. Alors il avait raté les essais libres 1, il avait laissé sa place à Arvid Lindblad, qui sera sans doute pilote chez Racing Bulls l'année prochaine. Mais voilà, donc qualif compliqué, il part 5e. Il fait le gros départ dont on a parlé tout à l'heure. Non, franchement, il est bien remonté, il a bien limité la casse. Il a même fait mieux que ça, puisqu'au final, comme tu l'as dit, il reprend des points au leader du championnat, même si son identité a changé. Et il aurait même pu récupérer 3 points de plus en fin de course si la Virtual Safety Car n'était pas venue contrarier ses plans. Voilà, encore une course très solide, un pilotage de champion du monde finalement. Et on en redemande de la part du Néerlandais. Ouais, parce qu'on disait, Quentin, s'il finit 2e, incroyable. On salue la performance, magnifique. Mais même en finissant 3e, la performance, elle reste exceptionnelle. Bien sûr, même en étant 3e, puis le rythme qu'il a imposé sur l'ensemble de la course. On parle quand même de chrono qui était quasiment 1 seconde plus rapide au tour que les 2 Ferrari, que n'importe lequel de ses concurrents qu'il a croisé en piste. Hormis Norris, qui effectivement était sur un petit nuage tout le long de la course, il a imposé un rythme monumental. Plus, un des rares qui a su avoir une dégradation des pneus presque inexistante. C'est hallucinant d'avoir fait autant de tours sur un train de pneus soft. Ouais. Il s'est arrêté parce qu'il a dû s'arrêter à un moment donné. Lui pour faire ça. Il s'est arrêté parce qu'il a dû s'arrêter, mais bon, il aurait pu. C'est limite s'il avait pu faire toute la course sur les médiums, il l'aurait fait quoi. Exactement. On va dire c'est un gros pilotage qui nous a sorti encore une fois de plus. C'est un phénomène. C'est ça, un phénomène. Et c'est très agréable à voir. On en espérait plus. Il aurait pu chercher la 2e place, mais on parle de tendance avec le débat des McLaren. Pareil, on conserve cette tendance. Je pense qu'on va avoir une fin de saison avec 4 Grands Prix très très animés. Et puis les radios, avec son ingénieur de course Lambiadze, c'est génial. Exceptionnel. Hein. Les radios qu'il lui lâche, je fais allez, vas-y mon gars. Ça fait du bien, voilà. Vas-y, on est venu ici pour ça, fais ta course. Enfin, c'était juste incroyable. C'était top. On sent il y a une vraie alchimie entre les deux. Bon, ça fait des années qu'ils se connaissent et qu'ils travaillent ensemble. Et il le connaît par cœur, il sait comment le motiver. Et c'est beau à voir. Ouais, parce que l'écart fond entre Leclerc et Max Verstappen. Ouais. Puis, encore une fois, Max Verstappen a 2 doigts de dépasser Leclerc. Ouais, donc cette VSC qui vient tout gâcher, on va dire, à la fin de la course. Personne n'a compris pourquoi sur le moment. Baptiste, je crois que tu as l'explication officielle pour la Virtual Safety Car. On rappelle Carlos Sainz dans le tout dernier secteur, dans le stade, qui spin. Et puis il va, entre guillemets, garer sa voiture juste à côté d'un échappatoire. Et malgré tout, on se retrouve avec une Virtual Safety Car pour... l'avant-dernier tour et le dernier tour. Baptiste, est-ce que tu pourrais nous en dire plus du coup ? Déjà, je te félicite parce que tu as super bien meublé le temps que je retrouve l'explication. Donc franchement, félicitations pour ça. Du direct. Voilà. Et alors, je vous lis du coup la justification officielle de la FIA. Au 70e tour, Sainz fait un tête à queue et s'est arrêté dans la zone de dégagement à l'extérieur du virage 14.
Sa voiture s'est immobilisée dans une position exposée. Elle a ensuite commencé à fumer et la direction de course a reçu des notifications indiquant un départ de feu, ce qui a clairement rendu nécessaire une intervention des commissaires pour la récupérer. Conformément à la procédure standard, lorsque les commissaires sont déployés pour récupérer une voiture, la course est neutralisée. Donc voilà, apparemment, notification de départ de feu sur la voiture de Carlos Sainz qui a amené l'intervention des commissaires et donc la voiture de sécurité virtuelle, bien que la voiture de Carlos Sainz était bien rangée derrière les barrières. Ouais. Donc départ de feu finalement. Ah bah, j'attends de voir. Les flammes. Voilà, quand il n'est pas convaincu, lui tu te donnes une explication, il fait non, montre-moi ça. Je suis d'accord avec lui parce que je pense que c'est surtout en fait la fumée qui a été causée par les pneus en fait. Ou pas, ou alors peut-être même une surchauffe moteur. Enfin, on va dire, c'est pas. Il y a un gap quand même entre un moteur qui surchauffe et qui dégage de la fumée. Si la fumée elle s'échappe des moteurs ou des pneus, c'est pas la même chose. En effet, moi j'ai un petit peu plus peur si elle s'échappe du moteur, pardon. Oui, mais encore une fois, c'est pas fumée blanche, main sur les hanches, messieurs. Donc il n'y a pas de souci. Ah, pas mal celle-là, je la connaissais pas. Moi non plus. C'est un vrai dicton. Et fumée noire sur le dévidoir. C'est un vrai dicton. Donc là, écoute, il n'y a pas de souci. La voiture, il n'y a pas de ravioli, oubliez pas. Je vous donne des moyens techniques encore. Ça peut sauver des vies et sauver des courses aussi. Verstappen aurait kiffé que quelqu'un ait cette analyse aussi pendant la course. Et pourtant, mais non, tant que j'ai pas. On sait pourtant que les F1 ont des carrosseries très fines en carbone. Dès qu'il y a la moindre flamme, ça passe à travers, on les voit. Quand ils freinent aussi, quand tu vois les freins bien à 1000 degrés, sûr. Des fois ils arrivent au stand, les mecs, tu vois les mécanos retirer les pneus, t'as les freins en feu. Hein. C'est pas rare de voir, même en repartant des stands, de voir des flammes qui s'éjectent des écopes de frein. Donc là, c'est pour ça, départ de feu sur la voiture, bah oui, où non, pas après, sécurité avant tout, encore une fois. Sécurité avant tout, et les pilotes sont déjà passés, le Verstappen Leclerc passe devant avant la VSC, tout le monde s'en fiche. Et soudainement, il y a un départ de feu. Ouais, sauf que si t'en as un qui se plante et que, genre, je dis une bêtise, mais qui vient se mettre dans la Williams parce qu'on n'a pas mis de VSC, parce qu'on estimait qu'il n'y a rien et puis qu'il y a beaucoup plus grave derrière, on estimera que la FIA n'a pas fait le nécessaire. C'est vrai, pardon, qu'on la FIA s'est beaucoup inquiété de la sécurité en piste quand on envoie 2 commissaires courir devant la voiture de l'autre dans début de course. C'est vrai. Faut savoir. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé plus tôt. C'est vrai. Parce que c'est quand même une dinguerie. J'attendais qu'on parle de ça justement pour le mettre sur le tapis. Folie. Attends, sécurité, oui, d'accord, mais c'est sur tous les plans. Donc je veux bien qu'ils aient commencé à psychoter après avoir compris qu'ils avaient merdé. Enfin, à un moment donné. C'est l'on-board de qui? Adjar qu'on voit? Non, c'est Liam Lawson. Ouais. Qui manque de percuter 2 commissaires de piste, etc. Qui court littéralement en traversant la piste devant lui. C'est impossible de voir ça aujourd'hui. Et il y avait simplement un drapeau jaune à ce moment-là, donc même pas de virtual safety car ou safety car. Hein. C'était simplement un drapeau jaune. La voiture est plantée dans un endroit nickel, les pilotes sont déjà passés, il n'y a pas grand problème potentiel. Les voitures en plus ont des systèmes d'extinction automatique, je tiens à préciser, donc si jamais. Et là on arrive, on fait oh bah non, pardon, c'est trop dangereux. Ça y est. Non mais je pense que Quentin a tout dit, j'ai rien à rajouter. Honnêtement, des fois on est un peu dans la contradiction, mais là je pense qu'on est tous alignés. Il nous a ruiné la direction de course nous a ruiné la fin de course. Il y avait 2 super batailles, on l'a dit, donc Leclerc et Verstappen et Oliver Berman et Oscar Piastri pour la 4e place. C'est regrettable. Voilà, donc FIS, qu'on se préoccupe tant que ça de la sécurité, je sais pas. Bon, après on n'a pas le board avec les notifications de départ de feu ou les analyses, on verra les images si elles sortent a posteriori, ce qui m'étonnerait, pour montrer qu'effectivement la voiture était en train de cramer, auquel cas fair enough, ils ont eu raison, tant mieux. Si c'est pas le cas, par contre, ça y est, la safety car arrive bien trop tard, enfin la VSC pardon, bien trop tard, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Oui, elle arrive très tard, effectivement. C'est que y a quand même une bonne minute de drapeau jaune avant le déploiement de la VSC. Et soudainement, au moment où... Je pense pas que la voiture ait mis 1 minute à s'enflammer. Hein. Voilà, au moment où tu peux justement attendre un petit peu en disant, bon, allez, on n'a pas vu, on a tardé à prendre la décision, et attendre le premier tour de décélération pour dire, bon, leaders sont passés, on n'affecte pas le résultat sportif, plus après ça ralentit tout le monde, c'est pas grave. Là, on se dit, bon, non, on va tout couper au milieu. Bon. Voilà, c'est bon. Dommage. Non, puis, je suis quand même très surpris parce que donc ça part du coup, on l'a dit, d'un tête à queue de Carlos Sainz, mais le choc est pas spécialement violent contre le mur. Donc assez surpris que ça ait causé un départ de feu parce que c'était pas un énorme crash quoi. C'était un crash c'était dans le stadium, donc à faible vitesse. Je pense qu'il était à peine à 120-130 km/h.
Et même moins au moment de l'impact. Même moins. C'est au moment de la réaccélération, c'est pas facile à dire, où il est à 120-130, mais quand le tête à queue part, il perd en vitesse, donc je pense qu'il était à moins de 100 km/h, donc assez étonnant. Oui, après on va faire un point analyse incendie sur le Grand Prix non plus, mais avec toutes les températures du week-end et ce qu'il y a dans la monoplace, il fait qu'il y ait une durite avec un produit, c'est qu'il n'y a pas que de l'eau qu'ils ont dans les voitures, ça s'enflamme, c'est plausible. Maintenant, vu qu'on l'a pas vu, étant donné qu'on ne l'avons pas vu, effectivement, c'est plus délicat d'accepter cette version officielle quand on aurait pu s'attendre à une fin de course épique. Voilà, fin de course un petit peu, on va dire, sabordée du coup. C'est clair qu'on aurait aimé voir les deux batailles qui se déroulaient, et puis des batailles pour des bonnes places, P2 et P4. Donc dommage. Peut-être de voleurs, escrocs. Rendez la fin de course qu'on mérite. C'est excellent, ça, bien joué. Mais peut-être qu'on verra ça dans les 4 prochaines courses. Une nouvelle bataille Verstappen-Leclerc, par exemple, ou Piastri-Berman. On l'a pas évoqué, mais très rapidement, les deux Mercedes avec ce coup Antonelli-Russell, avec un Antonelli qui se voit ralentir George Russell jusqu'à faire revenir Oscar Piastri sur les deux Mercedes. Est-ce qu'on aurait eu intérêt à changer les positions plus tôt, Baptiste ? Je pense que oui, et en même temps, je me dis, quand on voit à quel point Russell n'a pas du tout réussi à revenir sur Oliver Burman, ça aurait peut-être rien changé. Donc oui, j'aurais sans doute échangé les positions 2-3 tours plus tôt. Après, est-ce que le résultat final aurait été différent ? Je ne pense pas. Mais peut-être que pour Piastri, ça aurait changé des choses. Parce qu'au final, Piastri se retrouve à buter derrière Russell, puis après buter derrière Antonelli, qui finit par passer... Après, encore une fois, avec des scies, Baptiste, en bouteille. Mais petite image aussi, alors marrante, sympa, je sais pas. La radio. Alors, moi, j'allais pas parler des radios. Pardon. Quand je parle d'image, je pense à autre chose que de la radio, mais c'est pas grave. Oui, en effet, on a eu un George Russell quand même très, très, très énervé à la radio, justement, avec son ingénieur de course. Mais non, je voulais parler de Fernando Alonso. Qui se permet de drifter un petit peu et de jouer avec son Aston Martin avant de la ramener au stand pour la retirer. Écoute. Alors, problème de frein pour l'Aston Martin de l'Espagnol. Et puis, oui, ça donne ces images, on va dire, assez insolites. En légende. Voilà. Après avoir laissé passer. Il est trop fort. Des fois, il faut juste s'asseoir et applaudir. Franchement, ouais. Je te jure, ça. Voilà, il laisse passer Lance Stroll et puis, dans le début du tour. Et puis, il s'amuse un petit peu avec sa monoplace avant de la ramener au box pour l'économiser. Franchement, merci Fernando, il n'y a que lui qui a réussi à rendre un abandon rigolo en piste. Bravo, voilà. On s'assoit, on applaudit, comme dirait Baptiste. Voilà, on s'assoit, on applaudit. Petit point très rapide pour conclure cette émission à nouveau sur les classements du championnat du monde. Alors, on va passer très rapidement, évidemment, sur les championnats du monde constructeurs. Baptiste, je pense que tu peux nous faire le point très rapidement, justement. Les constructeurs avant les pilotes, on change un peu là. Histoire de dégager un petit peu. On saute dans le grand bain. Mais c'est les constructeurs, on sait déjà ce qui se passe. Allez, petite devinette, qui est toujours solide leader ? Qui est champion surtout, McLaren. Qui est champion, c'est McLaren. McLaren avec 713 points. Ferrari est deuxième avec 356 points et passe devant Mercedes qui en a 355. Un seul point d'écart ? Un seul point d'écart entre Ferrari et Mercedes. Et Red Bull est troisième avec 346 points. Il y a donc toujours 10 points d'écart entre le deuxième et le quatrième. Une bataille à 3 entre Ferrari, Mercedes et Red Bull. Williams est 5e avec 111 points. Racing Bull 6e avec 72 points. Aston Martin est 7e avec 69 points. As récupère la 8e place avec 62 points. Sauber est donc avant-dernière avec 60 points. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 12 points d'écart entre Racing Bull 6e et Sauber 9e. Et devinez qui est dernier avec 20 points ? Alpine. Cocorico, c'est Alpine, bien sûr. Et du côté des pilotes, Lando Norris, on l'a dit, reprend la tête du championnat des pilotes avec 357 points, 1 point devant Oscar Piastri. Max Verstappen est 3e avec 36 points de retard sur Lando Norris. George Russell est 4e avec 258 points. Charles Leclerc et Lewis Hamilton sont respectivement 5e et 6e. Et du côté de nos Français, Isaac Hadjar 10e avec 39 points. Esteban Ocon 16e avec 30 points. Et Pierre Gasly 18e avec 20 points. Oui, vous ne rêvez pas. Gasly a bien inscrit l'intégralité des points d'Alpine cette saison. Énorme. Masterclass. Belle perf du Normand. Non, mais un contre deux, c'est fort, quoi. Ouais, franchement, il maîtrise. Voilà, un Gasly surdominant en piste. Mais un pilote de légende. Voilà, c'est ça. Dans une voiture qui lui permet d'aller chercher de gros points, évidemment. World Champion matériel. Voilà. Non, blague à part, Pierre Gasly, on le salue parce que, encore une fois, il est dans une saison bien plus compliquée que les précédentes et ça doit pas être marrant tous les jours. Lui, évidemment, Franco Colapinto, qui, je pense, ne s'amuse pas non plus énormément dans cette monoplace.
Rendez-vous dans 2 semaines, du 7 au 9 novembre pour le Grand Prix du Brésil, messieurs. D'ici là, passez de belles semaines, de belles soirées, et puis on se retrouve très vite. Allez, gros bisous à tous.